الزول في اللون. صباح الخير عليكم، صباح الخير والربح والهنا. اليوم حنكملوا الجزء الثالث من الجذور والأصول للكتابة الأمازيغية أو الخط الأبجدي الأمازيغي التيفيناغ. حنشوفوا في هذه الجولة نشوفوا أطروحة واحدة أخرى تقول بأصالة الكتابة الأمازيغية في شمال إفريقيا وأصالة الخط الأبجدي في شمال إفريقيا. واش حب يقول؟ حب يقول أنه الكتابة تاع التيفيناغ ما جات لا من الغرب ولا من الشرق، ما جات من حتى بلاصة، هي انزادت وتطورت عندنا في شمال إفريقيا ومع السكان الأصليين لشمال إفريقيا اللي هما الأمازيغ. كما الشعوب واحدة أخرى دارت اللغات تاعها، حتى الأمازيغ داروا الأبجدية تاعهم وكتبوا بهذه الأبجدية وتواصلوا بها منذ آلاف السنين. هذه الأطروحة تبناها علماء من عندنا، من الجزائر، من شمال إفريقيا بصفة عامة، سواء تونس ولا المغرب ولا ليبيا وحتى علماء واحد اخرين غربيين اللي حنشوفوهم الآن. علاش تبنوا هذه الأطروحة؟ لأنه كاين اكتشافات أركيولوجية، كاين أبحاث لسانية، تطور علم اللسانيات، علم الأركيولوجيا، علم الأنثروبولوجيا، خلى هذه الاكتشافات اللي لقوها يرجحوا ولا يميلوا إلى الأصل الأصيل للتيفيناغ في شمال إفريقيا. رايحين نشوفوا على واش اعتمدوا هذا العلماء، واش هي الأطروحات تاعهم من خلال الكتب تاعهم. رايحين نستمعوا الآن للباحث في المجال الأمازيغي والخط الأبجدي الأمازيغي سالم شاكر. Des éléments éventuellement innovants, enfin de nouveaux, dans la recherche, que ce soit du côté des préhistoriens ou des linguistes, mais aussi parce que elle s'inscrivait sur ce sujet, une intervention, disons, s'inscrivait dans la lignée de au moins deux autres interventions que j'ai faites récemment au cours de la dernière année sur des questions de linguistique historique, de diachronie du berbère. C'est sûr que ça peut paraître un peu déconnecté de l'actualité, du monde contemporain. J'aurais pu aussi tout à fait vous parler des Berbères de Libye, par exemple, qui était une actualité plus chaude, et je viens avec Massine, qui devrait venir déterminer un article sur le sujet, apparaître très prochainement. Vous verrez que d'une certaine façon, ce n'est pas ce sujet de cette interrogation sur les origines n'est pas aussi déconnecté qu'il nous paraît si ce n'est de problématiques, en tout cas de questions assez contemporaines. En tout cas, elle recoupe, comme vous le savez, vous vous en doutez tous, des problèmes idéologiques, des problèmes, je dirais, assez chaud de disons du monde contemporain. Même si ça nous renvoie à plusieurs millénaires, voire des dizaines de millénaires en arrière, ces questions-là, elles font partie du champ des débats qui sont parfois extrêmement animés et vifs, parce qu'évidemment elles ont des connexions, des implications, des liens avec les débats idéologiques. La science ne se déploie pas. Même sur des questions très, très techniques, elle ne se déploie jamais dans je dirais, un univers aseptisé, hors du temps et des sociétés. Les questions les plus... Et je dirais d'ailleurs, j'insisterai assez lourdement, au-delà des données factuelles, des éléments d'information, des débats actuels sur lesquels donc je reviendrai, j'insisterai quand même, comme je l'ai fait au cours des précédentes interventions, sur des aspects,
je dirais, plus méthodologique, voire épistémologique. Hein. Au fond, pourquoi on dit ça? D'où vient cette thèse? Qu'est-ce qui la motive? Par quel cheminement, quelle détermination? On s'aperçoit que très souvent, effectivement, y compris dans des secteurs qui peuvent paraître extraordinairement techniques, érudits, comme la linguistique historique, par exemple, qui est comparée, hein, notamment cette question de parenté linguistique, eh bien, qui est peut-être le cœur le plus érudit de la linguistique, et bien même dans ces secteurs-là, en réalité, dès qu'on creuse, on voit qu'il y a beaucoup d'a priori, beaucoup d'idées toutes faites, beaucoup de détermination idéologique, et beaucoup d'approximations aussi, finalement, parce que dès que le savant sort du champ d'application de son érudition stricte, au fond, il est comme tout le monde. Hein. Il véhicule des tas d'idées toutes faites, on ne sait pas d'où elles viennent, hein, qui sont... et il est important de les interroger. Pourquoi on dit ça, hein, pourquoi, qu'est-ce qui permet... Et là, de ce point de vue-là, j'attire votre attention sur ce genre de sujet, comme sur tous, sur la nécessité impérative de... je dirais, d'éviter, en tout cas d'interroger, de questionner sans ménagement toujours l'argument d'autorité. Les choses ne tombent pas. Il y a l'autorité, je dirais, scientifique n'est pas un argument de validation. Chaque thèse, chaque énoncé doit être précisément validé, justifié. Ce n'est pas parce que X ou Y a produit ou occupe une position éminente dans le champ académique que ce qu'il dit est nécessairement argumenté, motivé, explicitement, expressément. Hein. Et en tout cas, ce n'est pas une raison pour considérer que ce sont des questions acquises. Pour prendre l'exemple qui nous concerne directement, ce n'est pas parce que M. Ibn Khaldoun est un très grand homme, un très grand historien ou sociologue et historien, dont l'importance est reconnue par tout le monde, que ce qu'il écrit n'est pas questionnable, interrogeable et ne doit pas être remis dans son contexte. Hein. Ces thèses, comme toute thèse, doit être relativisée, contextualisée et soumise à critique. Hein. C'est un petit peu, je crois, le fil conducteur de toutes mes interventions antérieures, et c'est un petit peu ce que je vais essayer de conserver comme approche, y compris donc lorsqu'on parlera des questions très très précises, très techniques. Hein. Alors cette question des origines, alors bon, évidemment, cette question des origines berbères a fait couler beaucoup d'encre depuis très longtemps, hein, je dirais presque depuis l'Antiquité, hein, puisque vous savez déjà que les sources antiques, latines en particulier, puis les sources arabes et aussi des sources hébraïques, puisqu'on a une documentation beaucoup plus précise sur ces questions-là, toutes sortes de thèses ont été évoquées depuis donc au moins Salluste jusqu'à la période contemporaine. Et première observation, cette question des origines berbères, effectivement, comme disait Gabriel Camps il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, il y a peu de régions dont on n'a pas fait venir, on n'a pas essayé de faire venir les Berbères et leur langue. Hein. Au fond, quand on voit un peu toutes ces théories depuis Salluste, ça va des Mèdes, de la Perse, des Cananéens, des Gaulois, des Germains, de ce que vous voulez. On peut rencontrer absolument toutes les thèses dans la littérature, si on est un petit peu large, hein, bien entendu. Et même dans le champ scientifique, disons contemporain, les thèses sont diverses. Hein, et cette diversité, je dirais, en elle-même, hein, cette récurrence, cette permanence et cette diversité des thèses sur l'origine des Berbères est en elle-même, je dirais, déjà doit être interrogée. Hein. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète tant, hein, c'est un peu bizarre, hein, cette question récurrente et permanente. C'est bien de façon, je crois, très évidente, c'est parce que déjà, de manière tout à fait immédiate, il faut se poser la question d'où viennent ces thèses. Ces thèses sont toujours des thèses exogènes.
problème fondamental, hein, ce sont toujours des thèses exogènes. Ce ne sont pas des thèses qui émanent de la société, de la tradition, de la culture berbère. Ce sont des thèses latines, ce sont des thèses ce que vous voulez, enfin, des auteurs latins, des auteurs arabes, des auteurs occidentaux du 19e siècle, des auteurs, etc. Mais la société berbère elle-même n'a jamais produit de théorie explicite, en tout cas, quant à ces théories. Et quand on a rappelé ça, bon, ben déjà, ça amène à une certaine... Ça impose une certaine nécessité de distanciation parce que source exogène, ça veut dire effectivement, si on se cale par rapport à l'histoire de l'Afrique du Nord, évidemment, pour l'essentiel, des sources émanant de personnes qui appartenaient non pas aux sociétés berbères, mais aux sociétés dominantes, aux sociétés conquérantes, latins, ce que vous voudrez, jusqu'aux périodes contemporaines, où toutes ces théories nous viennent en gros de la période coloniale au XIXe siècle, et puis, etc. C'est-à-dire que cette litanie de thèses sur les origines extrêmement diverses, au fond, on peut déjà se demander si elle n'a pas certains éléments de détermination idéologique et historique extrêmement forts, qui est que les conquérants, les puissances dominantes en Afrique du Nord ont eu besoin de se poser, d'émettre des théories sur les origines, et quand on en voit précisément depuis l'Antiquité le contenu concret, on s'aperçoit que d'une certaine façon, ça concourt toujours, directement ou indirectement, à une forme de légitimation de la domination étrangère. Au fond, tous ces discours parascientifiques, quand on commencera par eux, aboutissent tous à la même thèse. Les Berbères viennent d'ailleurs, et on peut pousser un petit peu plus loin. Les Berbères viennent d'ailleurs, donc comme nous venons d'ailleurs, nous sommes aussi légitimes qu'eux à exercer la domination sur cette région. Vous voyez très c'est particulier. C'est peut-être un peu flou dans les sources les plus anciennes, je pense aux sources latines, mais c'est particulièrement évident pour les sources médiévales arabes. Vous avez dans la dernière livraison de l'encyclopédie berbère une mise au point d'Yves Modérand remarquable qui suit depuis l'Antiquité ces mythes d'origine. Et on voit très très bien que ces mythes d'origine ont aussi une fonction de légitimation idéologique, voire parfois strictement politique, comme ça l'a été au Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge musulman en Afrique du Nord. Au fond, d'une certaine façon, en affirmant que les Berbères viennent d'ailleurs, sont des Cananéens, des Himyarites, des ceci, des cela, on légitime en quelque sorte, je dirais, on sape la légitimité qui peut être attachée à l'autochtonie et on légitime sa propre domination d'une certaine façon. Y compris lorsque ces thèses sont formulées par des Berbères proprement eux-mêmes. Comme vous savez, les généalogistes médiévaux étaient en grande majorité des Berbères, et ils ne se sont pas privés de démontrer, de défendre les thèses d'une origine cananéenne ou yéménite des Berbères, etc. Et on voit très bien la fonction idéologique que ça a, immédiate. C'est une légitimation de pouvoir, parce que dans ce monde médiéval d'influence arabo-musulmane, il était évidemment le pouvoir était plus légitime s'il avait un lien avec le Moyen-Orient et le cœur du monde arabe que s'il était local. Donc là, c'est tout à fait explicite, et d'une certaine façon, on peut faire le même type d'approche, d'analyse pour les très nombreuses thèses du 19e siècle jusqu'aux premières décennies du 20e, quant à une origine européenne. Il est clair que les savants français du 19e siècle, des premières périodes de la colonisation en Afrique du Nord, ont énormément
défendu des thèses quant à l'origine celtique, quant à l'origine hellénique, quant à l'origine germanique des Berbères, etc. Et on voit bien que ça a une fonction, que ça a une fonction consciente ou inconsciente, d'une certaine façon, une double fonction même dans ce cas-là. Dans chaque cas demanderait une analyse critique très précise, une double fonction. Si cette population indigène est d'origine extérieure, elle est donc pas beaucoup plus légitime que nous à exercer puissance coloniale, à exercer sa domination sur cette région. Et deuxièmement, évidemment, en affirmant des attaches européennes aux Berbères, on légitime aussi une colonisation de type européen. Donc je crois que là c'est assez direct, les choses sont assez directes. Bon. Et puis en même temps, il est vrai que cette question a toujours préoccupé parce que dans le champ de l'opinion, cette question des origines est très directement liée à des questions de légitimité, de légitimation. Au fond, on fonctionne toujours sur cette idée que au fond, l'autochtone, l'indigène, aurait des droits particuliers par rapport au territoire, comme si l'histoire du monde n'était pas faite de mouvements incessants et permanents et de brassages permanents. Et donc, de tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue interne berbère, que ce soit des discours actuels berbères, que ce soit des discours externes, on voit bien que ce sont des questions qu'il est très difficile de déconnecter complètement d'enjeux plus ou moins conscients liés à des phénomènes de légitimation. Alors, pour en revenir au terrain plus proprement scientifique des savoirs contemporains, à peu près argumentés pour sortir des mythes, mais sur lesquels on pourra revenir. Comme vous le savez, certainement, on est, pour ce qui concerne le peuplement de l'Afrique du Nord et l'origine de la langue, dans deux thèses principales qui coexistent depuis pratiquement le début du XXe siècle, même par certains spécialistes avaient mis ces thèses dès le milieu du... هذه محاضرة طويلة لسالم شاكر، يعني تعرض فيها لكل النظريات ونقدها، ومن بعد حيروح اللي تقول انه سواء بالاصل اليمني او الاصل الفينيقي او الاصل الهندو اوروبي، باش يروح للخلاصة مباشرة. شفنا في الجزء الاول وفي الجزء الثاني انه كيفاش هذه الاطروحات يعني عندها النقد تاعها. باش نروحوا مباشرة للخاتمة وين يفصل يختم سالم شاكر حول لسانيات الأمازيغية والجذور تاع التيفيناغ، اللي رايحين نشوفوا واش رايو في نهاية. هي محاضرة طويلة ولكن خذينا منها فقط مقاطع، نسمعوه في آخر المحاضرة واش يقول. Je ne dis pas, oui, je suis prudent, je ne dis pas qu'on peut démontrer que tout est berbère, je dis que jamais personne n'a pu apporter la démonstration qu'il y avait des éléments précisément identifiables comme non berbères, c'est-à-dire assignables à une langue X indéterminée. On y reviendra à propos du substrat méditerranéen. Mais globalement, on sait bien que l'essentiel de la toponymie, quand on a éliminé l'arabe, le français, le punique, le latin, etc., l'essentiel de la toponymie est berbère, même s'il y a quelques éléments qui sont un petit peu résistants ou opaques, y compris dans les zones parfaitement arabisées, comme vous le savez. Des régions complètement arabisées comme la Mauritanie, vous regardez une carte, la toponymie est immédiatement berbère. Autre type d'indice qui pourrait laisser supposer l'existence d'autres choses avant le berbère, donc une arrivée extérieure. Si arrivée extérieure, c'est qu'il y avait quelque chose avant.
D'accord, hein, puisqu'il y avait un peuplement, il y avait quelque chose qui était parlé. Hein. Ce serait l'existence de traces lexicales. Et là, c'est très clair, si vous voulez, si on voit par exemple la forme aboutie que cette thèse a prise chez Werner Wiesechen. Quand on dit le berbère, bon, quand on va jusqu'à la thèse extrême de Wiesechen, le berbère est une langue mixte avec en gros une grammaire proto-sémitique et un lexique antérieur qui appartient à un substrat méditerranéen non identifié. Je veux bien, mais à la condition qu'on puisse effectivement, dans ce matériau lexical, identifier précisément des choses comme effectivement les assigner au fond à une langue autre. Si on affirme qu'il y avait autre chose avant le berbère, et qu'il y en a des phrases dans la langue, en particulier au niveau lexical, il faut m'apporter des arguments qui montreraient que des éléments du lexique berbère peuvent être assignés à une autre langue extérieure, à une autre famille de langues extérieures qui ne sont pas. Et bien là aussi, on est dans la pétition parfaitement gratuite, dans l'affirmation gratuite, parce que, y compris Wiesechen, personne n'a jamais pu apporter le moindre élément, je dirais, confortant l'hétérogénéité de la langue entre une grammaire qui serait essentiellement proto-sémitique et un lexique qui aurait gardé des traces d'éléments antérieurs. En tout cas, je ne connais pas, en dehors là aussi des emprunts historiquement datables, linguistiquement démontrables et datables historiquement, des emprunts aux puniques, aux phéniciens, à l'arabe, au latin, il n'est pas possible de montrer que dans le lexique berbère, il y aurait un noyau de termes qui proviendraient d'ailleurs, qui n'appartiendraient pas au fond au même ensemble linguistique. Tous ces éléments de lexique, tous les éléments même dans le lexique le plus fondamental au fond du berbère sont globalement assignables au même ensemble, à la même, je dirais, font partie du même héritage, du même fond afro-asiatique ou cadocto-sémitique. On a souvent mis en avant la différence très nette de la forme des mots en berbère par rapport, par exemple, aux langues sémitiques, la différence de la racine. Bon, on sait maintenant que c'est à relativiser fortement, très très fortement. La prédominance des racines monoconsonantiques ou biconsonantiques en berbère est probablement largement un phénomène secondaire. On a toutes les raisons de le penser, on peut le démontrer linguistiquement dans la plupart des cas, par des phénomènes de disparition de consonnes radicales. Et inversement, on a toutes les raisons de penser, c'est une vieille thèse, que ce qu'on appelle le trilitarisme fondamental du sémitique est un phénomène acquis secondaire, c'est-à-dire que la divergence entre une langue comme le berbère où les racines les plus courantes sont mono ou biconsonantiques et celle du sémitique où la majorité, très grande majorité serait triconsonantique, est beaucoup moins réelle qu'il n'y paraît. Avec des thèses du bilitarisme du sémitique sont très anciennes et qu'elles sont largement défendues, c'est-à-dire qu'en fait cette différenciation elle est beaucoup plus superficielle et probablement secondaire et acquise qu'apparente. Alors sur ces questions des traces linguistiques, en particulier lexicales, il y a un problème. Je ne sais pas si Valéria est là, parce que c'est elle qui travaille un peu là-dessus, qui est tout à fait intéressant. C'est la question du fameux substrat méditerranéen, entre guillemets, qui est une très vieille affaire, là aussi. On a souvent utilisé l'argument suivant,
on remonte déjà à la fin du 19e siècle et on le retrouve chez de nombreux auteurs, qu'ils soient d'ailleurs berbérisants ou non, travaillant sur les langues de l'Europe du Sud. On a souvent utilisé l'argument suivant, c'est qu'on voit un certain nombre de mots ou éventuellement d'éléments de toponymie. On voit un certain nombre de mots qu'on retrouve aussi bien au nord qu'au sud de la Méditerranée, qu'on retrouve en latin, qu'on retrouve en grec, qu'on retrouve dans certaines langues romanes, en Sardaigne, etc., voire en basque. Et cette idée, au fond, et on pourrait, et on a développé cette idée que ce petit stock lexical méditerranéen, entre guillemets, serait la trace de l'existence d'un substrat antérieur à l'indo-européen au nord et peut-être antérieur au berbère au sud. Alors ça concerne aussi bien des toponymes que surtout des mots qui réfèrent aux réalités environnementales. Je pense à certaines plantes, à certains animaux. Alors, devant ces phénomènes, ces convergences dans le corpus lexical du latin, du grec, des langues romanes, etc., bon, des noms qui désignent des petites plantes, des noms qui désignent, etc., les hypothèses ne sont pas très nombreuses. Ou bien on considère, ça a souvent été la thèse dominante, quand vous voyez un mot latin qui ressemble furieusement à un mot berbère, vous dites, bon, les berbères ont la thèse habituelle, les berbères l'ont emprunté au latin. Bon. On peut se poser la question, pourquoi pas l'inverse? Bon. Il y en a un certain nombre, y compris des choses marrantes, comme le nom du pois chiche, du kicker, kikero, mais d'autres, bien d'autres. Donc, première hypothèse explicative, un emprunt dans un sens ou dans un autre. Quel sens, c'est un autre problème. L'autre hypothèse, donc, c'est celle, au fond, parce que là, elle est étayée, enfin, en tout cas, on est poussé dans ce sens, c'est que beaucoup de ces mots, dans le domaine indo-européen, sont identifiés comme non indo-européens. Pour regarder, il y a de nombreux exemples, sans aller dans des outils très complexes, comme le dictionnaire des racines indo-européennes de Corny, mais simplement un dictionnaire étymologique du latin, le Ernoult et Meillet par exemple. Vous voyez qu'un certain nombre de mots qui sont communs au berbère et au latin, quand vous regardez l'étymologie que donnent les spécialistes donc, du latin, de la linguistique historique du latin, vous disent mot d'origine inconnue. Très curieux. Ça veut dire précisément, non, ça n'appartient pas au stock indo-européen. Un mot comme, je sais pas, pour parler le nom de plantes, le nom du pain, taïda en berbère, taïda en latin. Alors, il y a bien d'autres. Tabouda, Bouddha, etc., bon, qui désigne un roseau, le tifa, etc. Il y en a bien d'autres. Mais il est intéressant de voir, il est instructif de voir que beaucoup de ces mots, que dans un premier temps on pourrait tenter comme empruntés par le berbère au latin ou au grec, un autre cas c'est oléa, aléou, qui est un mot touareg pour désigner l'olivier sauvage. Thèse classique, c'est emprunté, les berbères l'ont emprunté quelque part en cyrénaïque au grec, puisque le mot est d'origine grecque, oléa, qui a donné notre mot ville, etc., est venu du grec via le latin. Et comme les Grecs étaient installés à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ en cyrénaïque, donc en contact avec les berbères, l'idée immédiate, c'est le mot d'origine, aléou, les oliviers sauvages, mais aussi un chant rituel de mariage, désigne, est un emprunt au grec.
Le seul problème, c'est que quand vous regardez les dictionnaires étymologiques du grec ou du latin, on vous dit mot d'origine non indo-européenne. Donc il y a immédiatement, si on s'appuie sur les données des indo-européanistes, pour tout ce vocabulaire, une suspicion. En tout cas, une indication qui nous pousse dans le sens de, et après tout, c'est peut-être un substrat méditerranéen antérieur à l'indo-européen, et on comprend très bien que les indo-européens aient emprunté à une langue qu'ils ont trouvée là, le nom de l'huile qu'ils ne connaissaient pas, le nom du vin, le nom de toutes sortes de réalités écologiques, environnementales, méditerranéennes. Donc, ou il s'agit d'un substrat méditerranéen antérieur aux langues indo-européennes et aux berbères, les deux l'auront pris, donc on pourrait y voir la preuve. Pour les indo-européens, c'est évident qu'il n'y ait pas en indo-européen de racine pour désigner l'huile de l'olivier, c'est normal, parce que on subodore que les indo-européens avaient un centre de gravité qui était très loin de la Méditerranée et ne pouvaient pas connaître l'olivier. Donc il est normal que le mot était emprunté et soit clairement identifié par les indo-européanistes comme non indo-européen. Et donc on dit c'est égéen, c'est méditerranéen, on ne sait pas. Bon. Donc pour le cas de la Méditerranée Nord, on est absolument certain que c'est effectivement un emprunt à quelque chose de Méditerranée antérieure. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà et dire qu'en berbère aussi, ce serait la preuve qu'il y a un substrat, une couche antérieure au berbère, et que ces quelques mots qu'on trouve des deux côtés de la rive de la Méditerranée seraient des emprunts à cette couche, à cette couche euro-méditerranéenne? Bukharovsky parlait d'une couche, d'un sédiment, d'une couche linguistique euro-méditerranéenne qui aurait été présente autour de toute la Méditerranée, même euro-saharienne pratiquement à un moment donné, à un moment donné de la théorie de Bukharovsky. On est passé de l'euro-méditerranéen à l'euro-saharien. Eh bien, est-ce qu'on peut en inférer aussi cette idée que ces quelques mots, ces quelques reliques communes au nord et au sud de la Méditerranée seraient l'indice, la trace d'une couche linguistique antérieure? Elle est antérieure à l'indo-européen, c'est certain. Mais est-ce qu'elle est antérieure au berbère? C'est une extrapolation hâtive. Parce que dans bien des cas, et là aussi, parce qu'on manque beaucoup, évidemment, là c'est un problème de linguistique historique, de lexicologie historique du berbère, on manque, avec le travail qui se continue de Neizarad, on va peut-être avoir des éléments petit à petit plus précis et des moyens de vérification plus précis, mais il est certain que c'est pas si évident. C'est pas si évident parce que beaucoup de ces termes dits méditerranéens communs peuvent recevoir une étymologie, en tout cas pourraient avoir un ancrage spécifiquement berbère. Il est difficile de démontrer qu'ils ne sont pas berbères. Autant en indo-européen, on peut démontrer que tel mot latin n'est pas d'origine indo-européenne, autant dans le cas du berbère, un mot comme taïda ou un mot comme Bouddha, etc., qui désigne une variété de roseaux, on peut tout de suite émettre des hypothèses de rattachement à des racines berbères. Taïda, donc, qui désigne une variété de roseaux, on rappelle quand même étrangement la racine BD, peut-être se tenir debout, se dresser, le lien entre le roseau et très très souvent on a en berbère des possibilités d'explication interne. En tout cas, on ne peut pas inférer du fait que ce vocabulaire est non indo-européen, et donc appartient à une couche pré-indo-européenne au nord, qu'il appartient aussi à une couche pré-berbère au sud. D'accord ? Voilà. On me dit qu'il faut activer, alors je vais essayer d'aller directement à l'essentiel et d'arrêter. Donc, des traces lexicales, on a vu difficilement.
Autre élément fondamental et important sur lequel j'ai pas mal travaillé ces dernières années, c'est le vocabulaire lié spécifiquement aux traits caractéristiques de la néolithisation, c'est-à-dire à l'élevage et à l'agriculture, et en particulier à la céréaliculture. On s'aperçoit que le berbère, ça a été vu depuis très longtemps, mais là j'ai réfléchi un peu les choses de façon plus fouillée, on s'aperçoit que ce vocabulaire lié à l'élevage et à l'agriculture est profondément uni, homogène dans l'ensemble du monde berbère. Les noms des principaux animaux domestiques, les noms des principales céréales sont absolument communs d'un bout à l'autre, comme Yalden, etc., sont communs à l'ensemble du monde berbère. C'est-à-dire que dans ce vocabulaire lié spécifiquement aux pratiques apparues au néolithique, c'était une confirmation d'ailleurs a posteriori que la néolithisation s'est bien faite de manière endogène, qu'elle n'a pas été importée. L'essentiel du vocabulaire est bien non seulement berbère, mais commun à l'ensemble du monde berbère. Donc cette néolithisation et sa diffusion dans l'ensemble de l'Afrique du Nord est endogène. Autre point, là je suis obligé d'aller très très vite, au niveau plus central encore, au niveau du système linguistique lui-même, du noyau dur du système grammatical du berbère. Peut-on trouver des indices d'une origine extérieure? Or, vous savez que c'est la thèse classique des berbérisants, et qui est d'autant plus paradoxale et qui est un élément de spécificité extrêmement fort du berbère, de l'ensemble berbère, c'est l'unité fondamentale de son système grammatical. Sur un territoire absolument immense. Vous n'avez pas, au fond, il y a une grammaire de base berbère qui est absolument la même. On voit très bien des éléments d'évolution et de recomposition locaux. Le système verbal du Touareg n'est pas absolument celui du Kabyle ni celui du Téchéchite, mais on peut tout, je dirais fondamentalement, on peut assez facilement élaborer, formuler une grammaire, un système linguistique fondamental du berbère avec les mêmes types d'oppositions, les mêmes paradigmes fondamentaux. Au-delà, on va trouver des réalisations locales, des évolutions phonétiques, des redistributions, des enrichissements, etc. Mais il y a une unité, ça a été toujours souligné depuis au moins assez, depuis très très longtemps, cette unité fondamentale du système berbère. Et, à mon sens, un élément qui milite dans le sens d'une très grande stabilité de la langue sur son territoire. Si c'était une langue arrivée à date relativement récente, même néolithique, et qui se serait diffusée sur ce territoire au détriment d'une autre langue, d'autres substrats au pluriel, d'autres langues préexistantes, la logique voudrait qu'on ait une situation infiniment plus diversifiée. Je dirais, on serait dans une situation qui rappellerait par exemple celle de l'indo-européen. Au fond, l'expansion indo-européenne a abouti très rapidement à des langues qui restent apparentées, mais des langues nettement différenciées. Or là, on est au point où, comme vous le savez, c'est un débat permanent, encore aujourd'hui, sur 3500 km nord-sud et est-ouest au moins, on est encore en train de débattre une ou des langues berbères, tellement, je dirais, le noyau lexical est commun, tellement le système grammatical est commun. Il y a bien entendu, une fois de plus, des spécificités régionales parce que les langues évoluent en permanence, il y a des reconfigurations, mais derrière les spécificités du système verbal du Tachléhite, on retrouve immédiatement les mêmes éléments fondamentaux que ceux qu'il y a derrière le Kabyle, etc. C'est-à-dire qu'au fond, la grammaire historique du berbère est quasiment immédiate et transparente. Donc on a à travers cette homogénéité plutôt l'idée, non pas
bien entendu, hein, j'ai commencé par insister sur le caractère relatif de cette notion d'origine, hein, mais plutôt l'indice d'une très grande stabilité sur un territoire donné, de cette langue. Et, hein, si on avait une diffusion, par exemple à l'époque néolithique, sur ce territoire, il est probable qu'on devrait avoir des langues beaucoup plus différenciées, hein, beaucoup plus nettement différenciées. Alors c'est sûr qu'on a des formes de berbère très différenciées, je pense aux Snaga, etc., mais ce sont à Siwa, mais ce sont des phénomènes vraiment très très particuliers et manifestement acquis, secondaires, hein, récents, liés à des contacts avec d'autres substrats, d'autres langues, etc. Donc finalement, hein, en conclusion, on arrive à cette situation donc, qui n'est pas ni définitive, ni arrêtée, je dirais, dans sa configuration. C'est que tout indique malgré tout, non pas que le berbère ait été parlé de tout temps et que le peuplement berbère soit de tout temps le même et stabilisé en Afrique du Nord, ce serait un non-sens, c'est évident. Hein, l'histoire du peuple, de l'humanité et des langues laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses qu'on peut imaginer, mais qu'en tout cas, pour les 10, 15, 20 derniers millénaires, on a très certainement une stabilité, une grande stabilité, qui est la seule thèse qui puisse permettre d'expliquer cette unité, en particulier du système grammatical, tellement fondamentale et tellement évidente, et qui serait en contradiction avec des mouvements de type diffusion. Hein. Et de toute façon, le fait qu'on n'arrive pas à trouver d'indices positifs à montrer qu'il y ait des éléments antérieurs, soit toponymiques, soit linguistiques dans le lexique, et ça qu'on puisse attribuer à autre chose, hein, que le berbère, eh bien, va quand même beaucoup plus dans le sens d'une très longue histoire stable sur le territoire que nous connaissons, l'essentiel du territoire que nous connaissons à la langue berbère à l'heure actuelle. Vous avez d'ailleurs un autre indice, et je terminerai par là parce que c'est vraiment une piste de réflexion et de recherche fondamentale et qu'il va falloir engager très sérieusement, que j'ai évoqué lors d'une de mes dernières interventions. C'est que non seulement il y a une très grande unité du système linguistique, tout à fait étonnante sur un territoire aussi important, mais il y a une stabilité, une continuité dans le temps, puisqu'on a de plus en plus, à mon avis, d'indices d'une grande stabilité. Bien entendu, il nous manque énormément d'éléments de documentation concrets, mais on a énormément d'indices qui nous montrent que non seulement ce système linguistique est très homogène à l'échelle, au niveau territorial, si vous voulez, mais aussi sur le plan chronologique, puisque que ce soit les sources médiévales, que ce soit les éléments tout à fait embryonnaires et lacunaires, mais il en existe pas mal, que nous donne le libyque, le libyque et le nomastique antique, semble indiquer que une bonne partie du système grammatical fondamental que nous connaissons du berbère actuel est déjà en place. Et déjà en place il y a au moins 2000 ans. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a à la fois homogénéité sur le territoire et une certaine stabilité dans la chronologie, dans le temps. Et ça, c'est, je crois, un indice extrêmement fort d'une certaine, à la fois homogénéité, de l'absence de l'absence d'autres langues en interférence profonde et d'une installation, d'une présence très ancienne et continue pour permettre d'expliquer cette stabilité à travers le temps. En tout cas, pour conclure, je dirais que dans l'état actuel des choses, vous voyez, on a
que ce soit du point de vue de l'archéologie préhistorique, que ce soit du point de vue de la langue, on a une donnée indiscutable, c'est l'appartenance de la langue berbère à la famille afro-asiatique ou galito-sémitique. Il y a vraiment des indices multiples et convergents, mais qu'en même temps, on a aussi des indices multiples et convergents sur la très grande stabilité dans le territoire que nous connaissons de cette langue et très certainement du peuplement, au moins depuis l'Ibéro-Mauricien. Je vous remercie. إذن الخلاصة التي توصل إليها سالم شكر من خلال هذا الاستعراض لي، طبعا أنا خذيت مقاطع منه ماشي كل، هو ترجيح الأصل المحلي للكتابة أو الأبجدية الأمازيغية لسببين رئيسيين كما قال هو رئيسان. هو الاستمرارية التاريخية والاستقرار لمدة طويلة من الزمن على نسق أو نظام معين. لهذا هو يرجح وباحثين آخرين الأصل المحلي الأصيل للأبجدية التيفيناغ. نرجع إلى النقائش. يوجد حوالي 1300 ناقشة عثرت تم العثور عليها في شمال إفريقيا أو يزيد حسب الأبحاث المعاصرة. ومن هذه النقائش اللي نلقوها باللغة البونيقية واللغة الليبية أو التيفيناغ هي ناقشة دوقة، حيث عثر عليها في حوالي سنة 1631 للميلاد، في حدود السنة 10 من حكم الملك ماكوسن. أعطى الموافقة ببناء معبد تخليدا لذكرى والده الملك أو الأجليد ماسينيسا، وكان ذلك في سنة 139 قبل الميلاد. وتجدر الإشارة أن ناقشة دودوغا هي إحدى النقائش المهمة في المملكة النوميدية. بعد اكتمال المعبد اللي راكم تشوفوه في الصورة، وهو تخليد للأجليد ماسنسن، هناك يعني ناقشتين في ناقشة تذكر ملوك الأمازيغ وناقشة أشارت إلى ناقشة تذكر ملوك الأمازيغ وناقشة أشارت إلى كل الذين شاركوا في بناء المعبد تخليدا لذكرى الملك الأجليد ماسنسن. قلنا أن هذه الناقشة كتبت باللغتين البونية والليبية أو التيفيناغ القديمة، ويرجع الاكتشاف هذا إلى الرحالة توماس داكوس، وأخذ نسخة عن الناقشة وقدمها للعالم أخذ منها نسخة وقدمها للعالم بيريز، وهذا العالم درسها وانكب على دراستها لمدة طويلة من الزمن. بعد ما مروا قرنين من الزمن يجي السير توماس ريد وهو قنصل بريطانيا في تونس، وخذا هذيك اللوحة اللي تحمل النص الجنائزي وحملها إلى بريطانيا. وبعدما توفى راهي في بريطانيا في المتحف البريطاني بلندن، الرقم تاعها هو 495 وما زالت لحد الآن. أما الناقشة الثانية فاكتشفتها مصلحة الآثار القديمة للإدارة الاستدمارية سنة 1905، ووضعت بعد ذلك في متحف بوردو بتونس العاصمة. وبعد ذلك نشطت وكثرت أعمال البحث والتنقيب والدراسات في النقوش، مثل أعمال شابو الذي انكب على دراسة الناقشات البونية الليبية. هذه الناقشات التي انكب على دراستها شابو هي 1120 ناقشة. نرجع إلى
الناقشة الأولى الذي كتب فيها هذا النص، وهو ترجمة طبعا إلى العربية، حيث يقول: شيد السكان، اللي راكم تشوفوا الناقشة، شيد سكان دوغا من بني فشن هذا المعبد للملك ماسنسن بن الملك جايا بن السوفيت زيلاسن من السنة 10 من حكم الملك ماكوسن. الملاحظات اللي نقدروا نعطيوهم على الناقشة هي ذكر التسلسل الأبوي في الحكم لملوك النوميد، حيث ذكر الملك ماسنسن، الملك جايا، الملك زيلاسن، يعني هناك تسلسل في ذكر الملوك النوميد. ثانيا يوجد نظام إداري محكم لأنه كاين تسلسل في الحكم. جاءت في الناقشة الأسرة النوميدية التي كانت أسرة أبوية، وذلك لكونها ذكرت الملك، نسب الملك ماكوسن إلى أجداده جايا وزيلاسن الذين تداولوا الحكم سواء بلقب ملك أو سوفيت، سوفيت التي كانت تعني القاضي. كذلك يمكن أن نستنتج من الناقشة السابقة أن النظام البلدي للمدن النوميدية في ذلك الوقت، خاصة في عهد الملك ماكوسن، كان دقيقا منظما مراعيا للأحكام والأصول، وهذا يرجع إلى عراقة نظام الحكم والنظام الإداري النوميدي العتيق. وكان فيها مجلس للأعيان، كان فيها مختلف التنظيمات، وفيها الكثير من التفاصيل مما يسمح القول بأن هذا النظام هو نظام أصيل في شمال إفريقيا. أكدت كذلك كما قلنا نص الناقشة أسماء الملوك الأمازيغ بالنطق الليبي الأمازيغي الأصيل، ميكيبسا اللي هو ماكوسن، ماسينيسا اللي هو ماسنسن، زيلاسين اللي هو زيلاسن، ولا ننسى كذلك الملك جايا. هذا ما يمكن أن نستشفه من الناقشة الأولى والناقشة الثانية لنقائش دوغا. والملاحظة المهمة التي تخص بحوث اللسانيين هو ذكرها لكتابة مزدوجة، وهنا بدأ التساؤل يطرح بأصالة وترجيح أصالة الكتابة الأبجدية الأمازيغية التيفيناغ اللي هي أصيلة في شمال إفريقيا، لأنه لو كانوا فقط يهدروا اللغة البونية اللي هي مزيج بين اللغة الأمازيغية واللغة الفينيقية اللي هي وليدة من هذا التمازج الحضاري، هذه أطروحة أخرى، يعني كاين اللي يقول هكذا، كاين اللي يقول كلام آخر، لا يعنينا هذا الأمر. ما يعنينا أنه كتبت بلغتين بأبجديتين مختلفتين، الأبجدية البونية والأبجدية وأبجدية التيفيناغ. لو كانت الأبجديتين تتفرعان من فرع واحد لاكتفى ماكوسن اللي هو ملك، يعني ماشي أي إنسان، وهو مالك، والمعبد على بالنا قيمة المعبد في ذلك الوقت. إذا وجود هذا الخط يدل على الخطين والأبجديتين معا، والترجمة يدل على أصالة الكتابة الأبجدية في شمال إفريقيا. أحد الاكتشافات اللي اكتشفها أمريكي باحث لما كان يبحث في تراث مصر القديمة في مصر، وهي هنا نشوفوا الكتابة الأبجدية الأمازيغية تيفيناغ على بوابة أحد المعابد أو أحد الأهرامات في مصر. يعرض هذا الباحث كما نشوفوا في الصورة، يعني الأبجدية قديمة، تيفيناغ أبجدية قديمة جدا بحكم الاتصال بين الأمازيغ والمصريين. وكما تشوفوا هذا الباحث هو الذي قام بهذه الأبحاث هنا.
وحسب تقديره النص يرجع إلى 15,000 سنة قبل الميلاد، يعني مدة طويلة بزاف، يعني طويلة بزاف، ضاربة في عمق التاريخ. وعنده يعني فيديو يعرض فيه كيف تيفيناغ هي كتابة أبجدية قديمة جدا، وما زال يعني تيم ما زال على العالم، تيم ما زال على قيد الحياة، وعنده يعني المنصات تاعو اللي يحب يتواصل معه يتواصل. هناك حتى العالم بزاف علماء ما زالوا على قيد الحياة يبحثوا في هذه المسائل، وعندهم منصات اللي يحب يتواصل معهم يستفسر. كما العالم تيم عنده منصة في ينشط على تويتر، كما نعلم أن تويتر يعني منصة يعني عندها من المصداقية، وعندها من يعني الإنسان يقدر يتواصل. ومنصات أخرى ممكن يبعث له إيميل ويرد عليه بكل يعني ما كان، ليس هناك أي مشكلة. إذا هذا الباحث يقترح عمر قديم جدا للخط التيفيناغي في شمال إفريقيا. نرجع إلى الاكتشاف اللي حيقلب كل الموازين ويقلب المعادلة، وهذا الاكتشاف جد مهم في الأبحاث الأمازيغية، وهو اللي قلب المعادلة وغير بزاف آراء لعلماء، ومن خلاله بدأت البحوث العلمية في مجال اللسانيات والأركيولوجيا والأنثروبولوجيا في الأمازيغية والأمازيغ في شمال إفريقيا تأخذ طريق آخر بنظريات جديدة. ونعنيه بهذا الاكتشاف اكتشاف العالمة الجزائرية. في 2 مارس 1954 ولدت العالمة تاعنا البايو أنثروبولوجية المختصة في تاريخ شمال إفريقيا، بالأخص تاريخ القديم، العالمة ملكة حشيد بالجزائر العاصمة. منذ البداية الأولى كانت الاهتمامات تاعها والشغف تاعها مركز على التاريخ الأمازيغي القديم، وكبرت لتتخصص في البايو أنثروبولوجي، وأصبحت من أكبر العلماء وأبرز العلماء في مجالها. الدكتورة ملكة حشيد شغلت مناصب علمية كثيرة، من أهمها مديرة حظيرة التصيلي التي اشتغلت فيها ما يقرب عن 10 سنوات من البحث والتنقيب، ولها الكثير من الأبحاث العلمية الموثقة والكتب العلمية التي قدمت فيها عصارة بحثها واستنتاجاتها فيما يخص تاريخ شمال إفريقيا القديم وتاريخ الأمازيغ في شمال إفريقيا. كما تشوفوا في الصورة، هذا الكتاب هو الذي قلب رأي العلماء والنظرة العلمية إلى شمال إفريقيا، وأرسى دعائم أخرى للبحث، مسار آخر للبحث. وهذه كما قلت في هذا الكتاب جمعت عصارة بحثها والنقائش التي درستها، واسم الكتاب Les premiers berbères entre Méditerranée, Tassili et Nil، يعني الأمازيغ الأوائل بين المتوسط والتصلي والنيل. هذه الباحثة لماذا البحث تاعها يعتبر من ركائز البحوث العلمية التي قلبت مسار البحث العلمي؟ لأنها اكتشفت اكتشاف رائع قلب كل المعادلات والمفاهيم. عثرت الباحثة ملكة حشيد على لوحة عربة الحصان التي تحمل الكتابة الليبية القديمة، وقد صنف العلماء نوع العربة إلى نوع قديم ظهر بين 1000 سنة قبل الميلاد و1500 سنة قبل الميلاد، وهو ما قطع الشك باليقين على أقدمية الكتابة الليبو أمازيغية وأصالتها في شمال إفريقيا. بهذا الاكتشاف تحققت فرضية جابرييل كامب
الذي رأى بأن التيفيناغ لا يمكن أن يكون قد ظهر في وقت أقل قدما من 2000 سنة قدما من 2000 سنة قبل الميلاد. قامت ملكة حشيد كما قلنا بتأليف هذا الكتاب القيم، اللي في فرص أخرى سنعود بالتفصيل إلى هذا الكتاب، لأنه هذه الباحثة العالمة الجزائرية قدمت بحثا أصيلا فيما يخص تاريخ شمال إفريقيا وتاريخ الأمازيغ، وعثرت على نقدر نقولوا كنز من الكنوز. مسار البحث في شمال إفريقيا ما زال في تاريخ الكتابة، في تاريخ الاستمرارية ما زال قائما، ما زال يحتاج إلى باحثين مختصين، يحتاج إلى دعم معنوي مادي كل المؤسسات حتى نبحث في تاريخنا، تاريخ شعب أصيل حافظ على هذه الاستمرارية، خاصة في المناطق يعني مثلا صحراء الجنوب ما زال استمر الكتابة بالتيفيناغ وحافظوا عليها. نجدر الإشارة أنه الكتابة الأمازيغية القديمة من بين اختصاصاتها أنها كتابة صائطة، يعني في البدايات الأولى كانت صائطة يعني كونسونانت، بعد ذلك تتكون من 16 حرف، ومن بعد صارت 23 حرف في عهد المملكة النوميدية الموحدة، في عهد مملكة ماسينيسا أو نوميديا الموحدة، ليضاف بعد ذلك إلى الكتابة الأمازيغية الصوامت اللي هما عفوا نقول الكتابة صائطة، لا الكتابة الصامتة وليست صامتة، لأنه وأضيفت إليها بعد ذلك الحروف لفوايال يعني أو الحركات حسب ما يقوله حسب الأبحاث الآن، لأنه مازال ما على بالناش النقوش الأخرى، الاكتشافات الأخرى تجدر الإشارة كذلك أن هناك نقوش تم حل شفراتها وفهمها، وهناك نقوش ما زالت لحد الآن تحتاج إلى دراسة وبحث أكثر وأكثر. تيفيناغ اليوم كما في بعض مدن شمال إفريقيا وبعض بلدان شمال إفريقيا تم اعتمادها في نظام الكتابة، وتتكون من 33 حرفا، 4 منها صائط و29 صامت. وهنا نشوفوا الناقشة، وهنا نشوفوا ناقشة الحصان العربة والحصان اللي لقتها ملكة حشيد، ونشوفوا على الأطراف نشوفوا الكتابة الأبجدية الأمازيغية القديمة. هذا الاكتشاف يخلينا نحسوا بالاعتزاز والفخر أننا ننحدر من شعب له تاريخه وحضارته وأصالته. نعم، وأصالته حافظ على تراثه وعاداته وتقاليده، وفيه الاستمرارية في الزمن. نرتبط إلى هؤلاء الملوك وهؤلاء العظماء، هؤلاء الذين تركوا لنا حتى الخط وقد أبدعوا فيه مثلما أبدعت الحضارات الأخرى إنجازاتها وبحوثها. نغادنيني نكوني ذي مزيغا مران توالي أيني غير دجان يهلي ذن أيني غير دجاني مسنون نفرح طاس. نبغاس ندنيني غير الجدود نغي مزورة السنس قرب ثيبورانون أنهم صغرغر وانت مسنية نوالا أمزرو يختجام مشين لا مشارا نيلي أكنارا النيلي أكني كفغو يلي أنقيم ذي مزيغ ناسا غزكا الماء ثكفا دونيث
نقيم ذي مزيغن ثروان أسنف كام زروية أكني خذيت في كيمين كونيا ثان مير ساطاس أرثي مليليث.